Bonjour et bonne année à tous, donc très bonne année. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses, aussi bien d'un point de vue professionnel que personnel, mais aussi d'un point de vue apicole. Donc d'un point de vue apicole, on va espérer que l'année 2022 soit quand même meilleure que 2021. D'un côté, je vois pas comment elle pourrait être pire. Au programme du jour, on va faire dans un premier temps le point sur 2022, sur comment je vais faire mes vidéos et comment je vais gérer mes ruchers en 2022. Ensuite, je vous ferai un petit feedback du traitement à l'acide oxalique, donc la vidéo que je vous ai sortie il y a 15 jours de ça. Et enfin, une réponse aux questions, parce que vous êtes très nombreux à poser des questions. Allez, générique! Tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner, je publie des vidéos régulièrement sur l'apiculture. Alors, concernant l'objectif 2022, donc qu'est-ce que je vais faire en 2022? La même chose qu'en 2021. Non, en fait, vous vous souvenez, quand j'ai débuté la chaîne, j'ai fait une vidéo par jour pendant 90 jours. Donc là, je ne vais pas refaire parce que ça va me prendre énormément de temps que je n'ai pas. Et puis voilà, et puis il n'y a plus d'intérêt à faire ça 2 années de suite. Par contre, je vais revenir sur des points que j'ai abordés dans ces vidéos-là et je vais les développer de manière plus précise et de manière plus approfondie. Parce qu'étant donné que je faisais une vidéo par jour pendant 90 jours, il y a des choses, je me suis rendu compte que dans mes explications, j'étais très succinct et parfois pas forcément très clair. Donc là, je vais essayer d'être beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. Et voilà, et de faire des vidéos en approfondissant vraiment au maximum le sujet. Voilà donc concernant les vidéos, j'essaierai aussi de vous faire en début de chaque mois un espèce de petit résumé de ce qu'il faut faire dans les ruchers, mois par mois. Alors évidemment, je ne peux pas faire quelque chose qui s'adapte à tout le monde. Parce que vous vous doutez bien que les apiculteurs en Corse et les apiculteurs qui sont au Québec, vous n'avez pas du tout le même rythme en termes de saison. Donc voilà, ça va être un espèce de fil rouge à suivre au long de l'année, mais il y en a pour certains, ça va être plutôt que d'autres en fait. Les événements vont se passer plutôt que d'autres, je pense notamment à l'essaimage. L'essaimage, il ne se passe pas de partout au même moment. Mais j'essaierai de vous faire des petits points comme ça pour que vous puissiez voir une année apicole, tout ce à quoi il faut faire attention. Parce que c'est les problèmes, notamment quand on débute en apiculture, c'est qu'on ne sait pas trop, en fait on réagit plus qu'on agit. C'est-à-dire qu'on agit une fois que les choses se sont passées. On réagit aux situations. Et ce qui est vraiment difficile en apiculture, c'est d'anticiper ce qui va se passer. Si vous regardez les vidéos que j'ai fait l'année dernière, il y a plein de trucs où j'ai rien anticipé. En plus, il y a tellement eu un temps pourri que je me suis fait dépasser par énormément de choses. Donc voilà, même quand on a un petit peu d'expérience là-dedans, on arrive très vite à se faire dépasser. Donc ça, ce sera pour les vidéos, donc ce que je vais faire en 2022. Donc je vais continuer à gérer mon cheptel comme je gère et sur certaines ruches, je ferai des tests. Quand je dis des tests, c'est par exemple essayer des méthodes. Une fois, j'avais fait l'année dernière une nouvelle méthode pour essayer un essaim, une vidéo qui a explosé en nombre de vues. Je n'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas, elle a plu cette vidéo. Enfin, elle a plu, non, elle n'a pas plu, elle a fait polémique, mais voilà. Voilà, donc essayer de faire des tests aussi bien au niveau du matériel que de choses comme ça, voilà, ou que de pratiques apicoles différentes pour voir si elles fonctionnent mieux, si elles fonctionnent moins bien, si du coup je les applique à l'intégralité de mon cheptel. Voilà. Donc voilà ce que je vais faire dans mes vidéos cette année. Ensuite, je refais un petit retour sur l'acide oxalique. Donc la vidéo que j'ai fait la semaine dernière, non c'est même pas la semaine dernière, c'est au moins 15 jours, 3 semaines là, dans le mois de décembre. La dernière vidéo que je vous ai faite, c'était sur l'acide oxalique. L'acide oxalique, en fait, c'est un traitement qui m'a agréablement surpris. Pourquoi? Parce qu'il est relativement simple à mettre en place. Je pensais que ça allait être plus complexe que ça. Seule précaution à prendre, c'est vraiment tenir l'acide oxalique au chaud. Parce que, surtout en hiver, parce qu'il doit être normalement une température de 30 degrés. Je ne sais pas si je l'ai mis à 30 degrés honnêtement, mais bon, il n'était pas à température ambiante, ça c'est sûr. Pour que les abeilles puissent plus s'épouiller et se le répandre sur elles, on va dire. Alors, j'aime pas ouvrir mes ruches en hiver, mais ça a été bien que je le fasse parce que ça m'a appris des choses. Ça m'a appris notamment que les colonies en hiver réduisaient énormément. Alors, je le savais qu'elles réduisaient, mais honnêtement, je ne savais pas qu'elles réduisaient autant que ça. Et notamment dans mes ruches, j'ai remarqué que j'avais quand même pas mal de cadres qui étaient inoccupés. Donc, je vais changer mon hivernage en fait l'année prochaine. Je vous explique pourquoi. Parce que déjà, j'ai aussi remarqué qu'en fait, dans mes ruchettes, mes colonies avaient beaucoup moins diminué que dans mes ruches. Alors pourquoi? La première chose, c'est à cause de l'espace. Parce que dans mes ruches, j'ai un espace qui est plus important que dans mes ruchettes. Et je me suis rendu compte que dans beaucoup de ruches, j'avais un espace qui était inoccupé. C'est-à-dire qu'il y a au moins un cadre qui était inoccupé. Donc c'est-à-dire que ce cadre, en fait, il ne sert à rien en hiver. Il ne faut pas que je le laisse. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que dans mes ruches, j'ai des planchers qui sont ventilés à 100%.
ce que j'ai pas dans mes ruchettes. Dans mes ruchettes, j'ai des planchers qui sont ventilés à 1/3. C'est-à-dire que j'ai une petite grille de ventilation en fait, et voilà, je peux même pas la changer d'ailleurs, c'est une ventilation fixe. Et le plancher est assez épais. Donc c'est-à-dire que le plancher est beaucoup plus isolant. En plus, j'ai mis mes planchers là, au moment où j'ai fait le traitement acide oxalique. Jusque là, ça marchait parce que j'avais des hivers ces 3-4 dernières années qui étaient quand même assez chauds. Le problème, c'est que là, on a eu un hiver froid et le froid est quand même arrivé assez vite. Et je pense que j'ai mis mes planchers dans mes ruches beaucoup trop tard. Ce que je ferai l'année prochaine, je pense que novembre maximum, toutes mes ruches auront un plancher. Donc je suis content parce que ça m'a appris et ça m'a permis, ça va me permettre à l'avenir de modifier ma manière d'hiverner. Allez, maintenant on va faire la réponse aux questions. Donc vous avez été très nombreux à poser des questions, donc je vous en remercie vraiment. N'hésitez pas à m'en reposer en commentaire si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires pour vous. N'hésitez pas. Alors, parmi les questions qui m'ont été posées, j'ai une question de Sébastien. Bonsoir, pour le varroa, ne peut-il pas aussi... pourquoi, pour toi, je vais y arriver, le varroa ne peut-il pas aussi faire partie de la cause? J'ai le même cas que toi, 1 sur 10, merci pour le partage. Alors, donc, Sébastien, il pose la question qui est en rapport en fait avec la ruche qui est morte. Je vous ai montré une ruche qui était morte dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo en fait, et j'essaye d'analyser les causes. Et je parle de plusieurs causes, notamment le frelon asiatique, qui peut en être une. Voilà, donc le frelon asiatique, le froid, etc. Et c'est vrai que je parle pas du varroa. Alors, si pour moi le varroa peut être une cause, par contre, je pense pas que ce soit la cause première de la mort. J'explique pourquoi, parce qu'en fait, j'ai fait mes comptages varroa cette année et ils étaient bons. Dans l'ensemble, j'ai pas eu une infestation varroa qui était énorme. Donc je pense pas que ce soit la cause qui a tué ma ruche. Par contre, ça peut être une cause secondaire ou tertiaire. Enfin, dans les multiples causes qui ont pu tuer ma ruche, le varroa peut être on va dire un facteur aggravant. Mais c'est pas le varroa pour moi qui a tué ma ruche, je ne pense pas. Ensuite, salut, donc Fabrice, salut, petite question, où puis-je trouver de l'acide oxalique? En pharmacie ou en magasin d'apiculture? Merci pour ta réponse. En magasin d'apiculture, il y a pas tous, mais certains magasins d'apiculture vendent de l'acide oxalique. En pharmacie, honnêtement, je ne sais pas. Je ne pense pas, à voir, peut-être à demander, mais je ne sais pas s'ils en vendent en pharmacie par contre. Je n'ai pas l'information là-dessus. Donc ensuite, question de Christophe. Salut, c'est difficile d'être sûr des causes. Moi, j'en vois quelques-unes possibles. Le varroa, la reine défectueuse qui entraîne une chute de la population. La colonie était faible ou moyen à l'entrée de l'hiver. La population s'est écroulée et elle est morte. C'est une des causes possibles. Pour moi, le froid, c'est une conséquence de la cause. Moins d'apis, d'accord. Je mets une piécette et pas deux sur mon explication. Reine en fin de cycle malgré son jeune âge. Alors oui, très intéressant le commentaire, parce que j'ai pas évoqué ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'y ai pas du tout pensé. Et en fait, oui, en y réfléchissant bien, ça peut être une cause. C'est-à-dire que ma ruche est morte parce que la reine était en fin de vie, elle a moins pondu, ou elle a plus du tout pondu, ça se trouve, et elle a pas, la population ne s'est pas renouvelée, notamment la population d'abeilles d'hiver. C'est un problème qui se pose actuellement, et c'est pour ça que les abeilles sont sur le déclin. C'est parce qu'on remarque que, pas forcément l'espérance de vie, mais l'espérance de ponte, on peut appeler ça comme ça, je sais pas, des reines, est de moins en moins long. J'avais discuté avec des apiculteurs quand j'ai débuté l'apiculture, donc il y a quelques années de ça, et qui m'avaient expliqué, donc eux, c'était des anciens, et ils faisaient de l'apiculture depuis les années 70. Il m'a expliqué qu'à l'époque, les reines, il y avait pas mal de reines qui gardaient plusieurs années, ils les gardaient 3-4 ans facilement. Et aujourd'hui, quand on arrive à garder une reine 2 ans, voire 3 ans, c'est un miracle. Non, enfin un miracle, j'exagère, mais ça devient difficile, quoi. Et on a de plus en plus de reines qui sont en fin de course très tôt. Et oui, donc c'est une cause à laquelle j'ai pas pensé, mais en effet, ça peut être une cause qui a fait que la ruche est morte. Ensuite, Nicolas. Bonjour, pas pratique ta bouteille et trop petite ta seringue. D'accord. Sur la vidéo, je vous avais montré, j'ai pris une petite seringue, j'avais une grande bouteille. Alors la bouteille, je ne l'ai pas gardée. C'est-à-dire que j'ai fait que 3 ruches avec et après je suis passé au pot de miel. C'était beaucoup plus pratique. Pourquoi j'ai pris une petite seringue? C'est un traitement varroa que j'ai fait un dimanche. Alors j'aurais pu prendre une autre mieux, mais je l'ai fait un dimanche. Et puis voilà, les pharmacies étaient fermées, donc j'ai pas pris de seringue. J'ai fait avec ce que j'avais sous la main, donc système D. Mais c'est vrai qu'une seringue 50 ml, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, Nicolas. Enfin, autre Nicolas. Bonjour, pourquoi n'envisages-tu pas le varroa? Bah, j'ai répondu déjà, hein, je l'envisage, mais pas en cause primaire. Ensuite, commentaire de Girs... Désolé, j'arrive pas à prononcer. Ah oui, c'est un commentaire, celui-là il est long, mais il est intéressant aussi, je crois. Bonjour, concernant la colonie morte, comment était-elle au niveau pollen? Pas très visible dans la vidéo, mais s'il y a peu ou pas de pollen, ça pourrait expliquer des choses. Aussi, ta colonie moyenne moins à l'automne, ça peut vouloir dire pas suffisamment d'abeilles d'hiver.
Et au fil des gelées, tu as des vieilles abeilles qui meurent et la population décline trop vite, point d'interrogation. Et là, c'est la galère à maintenir la température. Donc, pas possible d'entretenir un couvain. En plus, s'il n'y a pas beaucoup de protéines là-dedans, c'est la cata. Ça reste une théorie, mais ça change du tout varroa, qui a bon dos d'ailleurs. Cela dit, c'est toujours chiant de perdre une colonie. Bon courage. Bah merci, bon courage à toi aussi. Pour revenir sur ce commentaire, faut distinguer. Alors pour moi, il faut distinguer deux choses. Concernant les protéines, enfin les protéines, c'est-à-dire le. Oh, j'ai perdu le nom, je vais y arriver. Le pollen. Parce que le pollen, c'est ce qui apporte les protéines à la ruche. La ruche, elle a besoin de protéines et en grosse quantité à deux moments dans l'année, à l'automne, parce que c'est le moment où la reine, elle va pondre des abeilles d'hiver. Donc il faut qu'elle ait suffisamment de protéines pour faire assez d'abeilles d'hiver. Et au printemps, parce que c'est le moment où la ruche, elle va se relancer. Par contre, en hiver, il n'y a pas besoin de beaucoup de protéines. Il y en a besoin, mais c'est pas là qu'il y en a besoin le plus. Parce qu'en fait, ce qu'il faut surtout en hiver, c'est des glucides. Et des glucides qui est du candy, s'il n'y a plus de miel. Mais voilà, elles ont besoin de glucides énormément pour tenir au chaud et un petit peu de protéines, mais pas beaucoup. Est-ce que ça peut expliquer la mortalité en hiver? Non, par contre, s'il n'y a pas eu assez de protéines en automne, c'est possible que ma ruche soit morte de ça. Parce que voilà, je pense pas... J'avais du pollen, si d'ailleurs. Si, j'en avais du pollen. Je me souviens maintenant. J'avais du pollen dans ma ruche, j'en avais pas énorme, mais j'en avais suffisamment pour l'hiver. Par contre, ça se peut que j'ai pas eu assez de protéines avant, au moment où il fallait que la reine ponde des abeilles d'hiver, et elle est morte. Donc oui, ça peut aussi être une cause à envisager. Ensuite, David, bonjour, j'ai une question. Ce printemps, je souhaiterais faire un traitement Varromed et un nourrissement de stimulation. Combien de temps dois-je attendre pour poser ma hausse et être sûr de ne pas avoir du sirop ou du Varromed dans la hausse? Alors, bonne question. Bonne question. Moi, j'attends au moins une bonne semaine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais ton traitement Varromed, tu attends une bonne semaine avant de poser tes hausses. Voilà, il y en a qui attendent moins, il y en a qui attendent 3 jours, il y en a qui disent qu'il n'y a pas besoin d'attendre. On lit un petit peu de tout. Moi, c'est quand même un traitement varroa. Alors, c'est vrai que les traitements varroa, ça n'a pas encore été prouvé qu'il y avait un impact sur l'homme, mais il ne faut pas qu'il y en ait dans le miel. Hein. Enfin, pour moi, il ne faut pas qu'il y ait des traitements varroa dans le miel. Donc, moi, je serais toi, j'attendrai une bonne semaine, entre 6-7 jours, avant de pouvoir poser les hausses. Bon, Walter, traitement à l'acide oxalique, s'il y a du couvain, qu'est-ce qui se passe avec les larves? Qu'est-ce qui se passe avec les larves? Alors, d'après ce que j'ai lu, il y a des larves qui meurent, et ça entraîne une surmortalité de la ruche. C'est-à-dire que celles qui ne meurent pas, elles sont quand même vachement affaiblies, parce que l'acide oxalique, ça a peu d'impact, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact, mais ça a peu d'impact sur les abeilles, par contre ça en a sur les immatures, donc sur les larves. Donc ça peut créer une surmortalité de ta ruche, voire même des abeilles qui n'arrivent jamais à l'âge adulte, à maturité en fait. Ensuite, Florence, bonjour, je découvre ta chaîne, eh bien tu t'es drôlement compliqué la vie avec ta bouteille et ta seringue. Moi je dilue dans un pot de miel 500 grammes et j'ai une seringue 500 ml, donc ça va beaucoup mieux. Oui, c'est vrai. Donc commentaire de Mathéo. Salut et encore merci pour tes vidéos, merci pour ton commentaire. J'ai traité des ruches à l'acide oxalique aujourd'hui, petite visite, et je me suis aperçu qu'elles rentraient du pollen. Est-ce grave parce que qui dit rentrée de pollen égale couvain? Merci pour ta réponse. Non, c'est pas grave. Je m'explique. En fait, ce qui s'est passé, tu as écrit le commentaire quand? Il y a 5 jours, donc... Non, il n'y a pas 5 jours, il y a plus, il y a 8 jours. Donc ouais, ça remonte début de l'année, quoi. Fin décembre, début janvier, là, la semaine du jour de l'an. Et on a eu une semaine avec un redoux. Les températures ont monté, donc les abeilles... Elles sont sorties. Moi, je sais que chez moi, il y a quand même fait 20 degrés. C'est quand même pas mal pour un mois de janvier. Donc, 20 degrés au mois de janvier. Les abeilles, forcément, elles sont sorties. Et c'est une époque, je sais pas où tu es, dans quelle région tu es, mais il y a du pollen. Il y a pas mal de régions où il commence à y avoir du pollen. Donc, elles ont ramené du pollen, c'est normal. Là où il ne faut pas paniquer, c'est que la ruche, elle est capable de s'autoréguler. C'est-à-dire que les abeilles, elles se rendent compte quand même que les jours sont plus petits que d'habitude. Elles se rendent compte aussi qu'il y a quand même des températures qui sont froides, notamment la nuit. Parce que même si c'est 20 degrés, la nuit, les températures baissaient. Elles se rendent compte aussi qu'il n'y a pas de nourriture autre à l'extérieur. Il y a du pollen, mais il n'y a pas de mielé, par exemple. Et ça, elles s'en rendent compte, les abeilles. Elles le savent. Donc la ruche, elle va être capable de s'autoréguler. Donc est-ce que la reine va reprendre la ponte? Est-ce qu'il y aura du couvain dans ta ruche? Certainement. Par contre, ça va être du couvain qu'elle va être en capacité de gérer. La reine, elle ne va pas pondre 2000 œufs comme elle peut pondre par exemple au mois de mai ou au mois de juin. Elle va se remettre à pondre petit à petit. Il y aura dans ta ruche un petit peu plus d'abeilles, mais ça va être du couvain qu'elles vont être en capacité de gérer. Après, évidemment, le 100% n'existe pas. Hein. Ça se trouve, elles vont faire 2 tonnes de couvain et puis on va plus savoir, elles vont plus savoir quoi en faire, mais c'est assez rare. Là, t'inquiète pas, il y aura peut-être une petite reprise de ponte,
Mais voilà, ça ira pas plus loin que ça. Ok, ensuite, nature et bricolage. Bonjour, l'acide oxalique, c'est le même dans les magasins de bricolage pour éclaircir le bois ou c'est un abus de langage pour un produit qui en contient? As-tu des références ou une marque, s'il te plaît? L'acide oxalique qu'il y a dans les magasins de bricolage, honnêtement, je ne sais pas. C'est de l'acide oxalique, il faut vérifier ce qu'il y a dedans en fait. Est-ce qu'il y a que de l'acide oxalique ou est-ce qu'il y a un complément? Moi, ce que j'utilise, c'est ça. Donc, c'est de l'apibioxal, je vous l'avais dit. C'est un traitement, donc substance active acide oxalique. Donc, en substance active, il n'y a que ça. Donc, ils mettent quoi? Du coup, pour 632 mg. Donc, pour 1 gramme, il y a 632 mg sous forme anhydre, soit 886 mg sous forme dhydraté. Ouais, donc en fait, il n'y a pas que de l'acide oxalique, il y a d'autres choses, mais le reste qu'il doit y avoir, ça doit être un complément pour que ça soit une forme de poudre ou je ne sais pas. Mais oui, en substance active, il n'y a que de l'acide oxalique. Donc, à voir dans les magasins de bricolage, est-ce qu'il y a que de l'acide oxalique ou pas? Moi, ce que je fais, je les achète auprès de mon GDSA, c'est plus simple. Voilà, parce que je préfère toujours utiliser des médicaments vétérinaires à usage vétérinaire, donc comme l'apibioxal ou l'oxybi, voire la Pivar ou autre, mais c'est vrai que j'évite de me fournir dans des endroits, magasins de bricolage et tout, parce que je me dis que peut-être que les dosages, enfin je suis pas expert là-dedans en fait, je me dis que peut-être que les dosages sont pas les mêmes, je sais pas. Ensuite, toujours nature et bricolage, y a-t-il un moyen de mettre un mélange sans ouvrir la ruche? Toi-même tu dis que tu es contre, mais tu le fais quand même. Alors je suis contre, c'est un bien grand mot, mais ouais, j'aime pas ouvrir mes ruches en hiver, on est d'accord. Oui, il y a une autre manière de traiter à l'acide oxalique, c'est traiter par sublimation. Il existe des appareils en fait où dedans on va mettre du sirop, non on met pas de sirop, on met de l'eau avec de l'apibioxal ou de l'acide oxalique et on va le faire chauffer. Et l'appareil en chauffant, il va émettre une fumée, donc on va le mettre sous la ruche et la fumée elle va traiter les abeilles par... comment ils appellent ça d'ailleurs? Par sublimation, voilà. C'est ce qu'on appelle les traitements par sublimation. Moi, ce que je vous ai montré, c'est un traitement par égouttement. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, on égoutte l'acide oxalique dessus. Alors, est-ce que ce traitement par sublimation, il est bien en termes d'efficacité? Il est apparemment aussi efficace que le traitement par égouttement. Il a un avantage, c'est qu'on n'ouvre pas la ruche. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que l'appareil, il faut le nettoyer à chaque fois? Parce que s'il faut nettoyer l'appareil entre chaque ruche, ça va être un bazar fou à faire. Donc, je sais pas. Après, c'est vrai que si l'appareil, on peut mettre de l'acide, le mettre sous une ruche, on remet de l'acide, on le remet sous une autre ruche, ouais, ça peut être assez pratique. Voilà, donc concernant les questions, j'ai fait le tour, donc n'hésitez pas à m'en poser en commentaire. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.